Vous écoutez Apérosexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique, c'est un espace d'exploration, de plaisir et de découverte, où chacune est invité à vivre sa sensualité librement dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Camellia Sinensis, qui est une compagnie d'ici spécialisée dans le thé et la tisane. Depuis près de 25 ans, ils offrent des thés de qualité et même des ateliers. PS, ils ont le meilleur matcha aussi. Le lien vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Hello! Salut! Aujourd'hui, on reçoit Camille. Tu es avocate en droit de la famille et tu m'écris parce que tu me dis, maintenant, ça serait le fun que vous en parleriez. Et en préparant les lignes directrices, toutes les questions que je vais poser, je connais pas les réponses. Fait que je trouve ça hot de pouvoir... T'es pas tout seul. Oui, c'est ça, je me dis aussi. Puis c'est tellement des questions importantes. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir. Avant, je veux parler un petit peu de toi. Ça fait combien de temps que tu pratiques? Ça va faire 2 ans, tout juste 2 ans. OK. En droit de la famille exclusivement depuis le début. OK, depuis le début? Ouais, Est-ce que ça a toujours été ça? Ouais, ben oui. Quand je suis rentrée à l'université, je voulais pas parce qu'il y a un peu un stigma que le droit de la famille, c'est un droit de fille. OK? Ah oui? Ouais, OK. peu un droit de femme, un droit de... Puis c'est un droit qui est plus... qui est très social, qui est plus... Fait que moi, quand je suis rentrée, j'avais un peu je me disais non, j'embarquerai pas là-dedans, tu sais, c'est trop facile. Trop facile pour moi comme choix, tu sais. OK. Finalement, c'était comme plus fort que moi. Là, j'ai fait le premier cours, puis j'étais comme, c'est exactement ça. Oh. Mais puis ça leur a rassemblé plein de belles choses que je combattais un peu. Moi, je pense que je suis une personne sensible, puis pendant longtemps, j'essayais de combattre un peu ça, où c'était pas une qualité, c'était pas une force, c'était pas une... de faire preuve de sensibilité, etc. Puis en familial, en droit de la famille, je pense que ça en prend. Mm-hmm. Et je suis comme contente parce que ça fait un mix parfait sur le côté droit, le côté, tu sais, quand même avocate. Ouais. Trouver des solutions, mais aussi quand même faire preuve de sensibilité puis d'être dans les émotions aussi. Là, Parce qu'on a souvent le préjugé que les avocats et les avocates ont pas de cœur, tu sais, des fois. Ouais. Fait que, des fois. Oui, des fois, j'imagine que oui, puis des fois, j'imagine qu'il faut, genre, avoir une espèce de dissociation. Mais, comme tu dis, je pense que au contraire, dans d'autres domaines du droit, c'est important, tu sais, d'avoir justement de l'empathie puis de le laisser aussi place à ça. Puis, tu sais, je dis vraiment pas de faire un exercice illégal de la profession de psychologue, là, pas du tout, là. Mais parfois, de laisser place aux émotions, des fois, ça a sa place. Ouais. Des fois, c'est pas pertinent, mais des fois, c'est juste important d'avoir parce que pour certaines personnes, des fois, c'est la première fois qu'ils sont capables de l'exprimer. Puis, moi, je donnerai pas des conseils psychologiques. Je vais régler ton problème au niveau du droit. Je vais te diriger vers la personne qui va pouvoir t'aider. Mais des fois, juste de pouvoir avoir la conversation, ça soulage. Ouais. T'as-tu l'impression que dans ton parcours d'études, c'est le genre de choses qui vous apprennent de vous détacher de vos émotions? Non. Je pense que tu l'apprends parce que l'étude du droit, c'est pas évident. Je pense qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Mais non, moi, j'ai un peu frappé un mur quand j'ai commencé à pratiquer. Tu commences, t'es quand même jeune. Ben oui. Là, t'as une madame, 2, 3 enfants qui te parlent de sa réalité. Puis toi, t'es là, je mange des toasts puis des céréales pour souper. Là. Je sais pas comment je peux t'aider avec ça. Mais rapidement, je pense que tu t'es confronté à est-ce que ça va fitter, est-ce que ça fonctionne. Mais non, j'ai pas. J'aurais aimé ça. Tu sais, avoir su, là, avec le recul, là, tu sais, de faire en parallèle des études en travail social, en psychologie, je pense que ça aurait été un must. Je pense que dans le meilleur des mondes, on fait un mix des deux. Là. Mais après, si tu fais du droit corporatif, ça dépend. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu allais changer de domaine parce que c'était trop tough? Puis tu ramenais ça à la maison, mettons? Mon Dieu, toutes les semaines. Ah ouais? Toutes les semaines, mais pas sérieusement, dans le sens où j'ai pas magasiné une autre job. Mais moi, c'est drôle. On dirait une semaine, il y a des semaines où je suis comme fulfilled, puis je suis genre, hey, je change des vies, j'adore ça, je suis sur mon X. Puis il y a d'autres semaines où c'est vraiment tough, puis tu te poses des questions, puis tu te remets en question. Je pense que ça fait partie de la game. Là, J'imagine qu'il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres aussi, là, je veux dire, qui t'affectent plus pour telle ou telle raison aussi. Oui, d'apprendre à mettre la distance, je pense que c'est sûr, c'est important, mais c'est sûr que quand c'est une histoire qui te touche, t'as envie, c'est difficile de se détacher. Là. À 100%. Tu y penses, tu as le goût de continuer, À quoi ressemble ton quotidien?
Oh my God. La pratique en litige, parce que moi, je fais du litige en droit de la famille. Le litige, là, c'est le concept de on est en confrontation, là, une personne contre l'autre. Donc, en litige, on est souvent au tribunal, on est à la cour, on a des parties adverses. Ouais, moi, je plaide au tribunal, exactement. Je porte ma toge, là. Le beau ticket. Je vais au palais de justice. Puis, j'ai toujours le concept de j'ai une partie adverse, souvent, qui sont souvent représentées. Donc, j'ai un autre avocat de l'autre côté, confrère, consoeur, qu'on s'appelle des fois. Fait que ça, c'est... fait que, tu sais, dans une journée, je peux, oui, être au tribunal, mais je suis beaucoup sur mes courriels, mais comme n'importe qui, là, j'ai rien inventé. Je suis au téléphone, tu sais, des fois, je négocie avec une partie adverse, ou des fois, c'est même pas de la négociation, mais plus de qu'est-ce qu'on fait. On essaie d'aider nos clients de part et d'autre. Ouais. Fait que toi, tu deals beaucoup avec l'avocat de l'autre partie plus qu'avec l'autre client, mettons? Moi, j'ai pas le droit de parler avec l'autre client s'il est représenté. OK. Par contre, en familial, ben, dans un peu tout, mais dans le familial, il y a quand même beaucoup de parties qui se représentent seules. Ça, c'est un enjeu. Ça existe. Moi, j'en ai. C'est un autre défi, là, de parler avec je vais dire un monsieur, parce que moi, dans mes cas à moi, c'est souvent des messieurs qui se représentent seuls de l'autre côté. C'est des gens qui connaissent pas le droit, c'est comme bizarre, parce qu'en même temps, tu leur parles, puis tu peux pas les conseiller parce que c'est pas ton client, mais en même temps, tu veux les aider sur... C'est parce que ce que tu me dis, ça se tient pas, mais... Fait que c'est... Tu parles pas en même langue, là. Non. Comme, on est complètement dans deux mondes, là. Non, mais des fois, ça fait du bien. Tu sais, on dirait c'est pas... Ça change le mal de place, mais oui. Fait que je parle beaucoup avec les avocats, mais je parle beaucoup aussi avec les clients. Il y a aussi le travail de... Tu sais, oui, tu t'obstines avec les avocats, mais des fois, tu t'obstines avec tes clients aussi. Oui. Fait que il y a tout... C'est beaucoup de jasettes. Ouais. OK. Je comprends. Beaucoup de courriels, beaucoup de jasettes. Ouais. C'est quoi ton ou tes cas préférés? OK. Définitivement, quand il y a des enfants. Moi, personnellement, les cas de divorce sans enfants, les gros trucs de calcul financier, moins mon truc. OK? Moi, puis là, on va juste m'appeler pour des trucs avec des enfants. Ouais, ça serait bon. Je fais pas de financier. Non, mais moi, mon truc, fait que c'est plus concret quand il y a des enfants. On est plus dans des situations du jour le jour. Il y a plus d'urgence, des fois. Moins de dollars, là. Moins de chiffres. C'est ça, moins de chiffres, exactement. Plus émotif aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est le fun quand même d'avoir des chiffres un peu parce que peut-être que ça te permet. Mais définitivement, avec des enfants, moi, en ce moment, ça va par vague aussi. En ce moment, j'ai beaucoup de plaisir à faire des dossiers où mes clients ou même des parties adverses ont des conditions criminelles. Donc, un peu la dimension de on doit naviguer avec ben, tu as des conditions. Tu sais, c'est des personnes qui sont pas, totalement blancs. Là. Ils ont des enjeux, ils ont des défis. Mais moi, ça, je trouve ça le fun parce que souvent, dans ces cas-là, je suis témoin de parents là, qui sont vraiment prêts à tout pour avoir leur enfant. C'est vraiment touchant de voir quelqu'un qui se reprend en main puis qui part de loin. Là, puis que c'est vraiment, ça remonte la côte tranquillement, puis à travers le temps, quelques mois, quelques années après, quand tu vois, ça a des belles fins des fois, ces histoires-là. Ben c'est oui, le fun de voir ça. Puis il y a des rebondissements aussi. Ben oui, puis c'est complexe, puis il y a comme beaucoup de facettes. C'est quoi les cas, parce que là, oui, on parle des divorces avec, sans enfants, c'est quoi les autres cas dans le droit de la famille? Qu'est-ce qu'on traite? Bon, oui, il y a les affaires de garde d'enfants. Il y a les divorces, donc les séparations. Il y a aussi les séparations entre conjoints de fait. Fait que les gens qui sont pas mariés, des fois, c'est des gens qui sont copropriétaires d'une maison. Fait que c'est quand, justement, ils ont des biens communs. Exactement. Beaucoup de pensions alimentaires. Ça, on en fait parce que pensions alimentaires pour enfants, je veux dire, il y en a partout, plus qu'on pense. Fait que ça, on en fait beaucoup aussi. On fait des questions de filiation. Je t'en parlerai tantôt, là, je devine, mais vraiment sur le lien, test de paternité, est-ce qu'il y a un lien, etc. On fait ça. On fait un peu d'adoption, des fois. Ça, c'est des histoires qui sont le fun. Fait que, c'est quand même diversifié, mais principalement, nous, on embarque là, quand la mère est prise à la séparation. En général, je le dirais comme ça. Oui, c'est souvent là que t'es comme, bon, j'ai besoin d'un avocat. Les gens, puis c'est drôle parce que les gens, ils nous appellent, puis c'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais heureux. C'est sûr. Puis moi, au début, quand je commençais, j'arrivais dans les rencontres clients, puis là, j'ai bonjour, comment ça va? Puis là, correct. Puis là, j'arrête de demander cette question-là. Là, comment ça va pas? Si la réponse est oui, c'est pas une réponse honnête. C'est ça va pas. Puis là, à un moment donné, j'ai fait l'erreur de dire inquiétez-vous pas, là, c'est moins pire que le dentiste. Puis là, la madame était comme non, c'est bien pire que le dentiste. Tu sais, le dentiste, ça fait mal maintenant, après c'est fini. Toi, ça va faire mal longtemps.
Ouais. Puis c'est dans des... Tu sais, dès que, évidemment, il y a l'implication des avocats, c'est que tout ce processus-là est long. Puis je pense que la durée aussi de ce processus-là rend la chose pénible parce que c'est sur du long terme. Mais t'as pas nécessairement une date de fin. C'est ça. Ouais. C'est comme infini, tu sais. Puis quand t'es dedans, tu vois pas de finalité. Là. Puis tu sais, les dates d'audience aussi, c'est souvent pas le lendemain. Non, fait non, il y a ça aussi. Tout le délai apporte une dimension de lourdeur à la situation aussi. Là, oui, puis il y a des personnes aussi, en fait, tu sais, dans la vie, je pense que tu es en couple avec quelqu'un, puis tu te sépares parce que t'aimes plus cette personne-là, ou tu veux de la distance, ou tu veux plus la voir. Dans le meilleur des mondes, c'est ça qui arrive. Mais quand t'as des enfants, c'est comme... On est liés, pris. Là, ouais, t'es pris. Puis il y a des gens qui disent, bon, à 18 ans, c'est fini. Non, tu sais, tes enfants vont peut-être se marier, vont peut-être avoir des enfants, il va y avoir des anniversaires, il va y avoir des graduations, puis vous allez vous voir comme tout le temps. Fait que pour certaines personnes, c'est difficile, puis c'est un peu poche d'être confronté avec... T'aimerais ça, là, avoir la distance, puis dire, je passe à autre chose, on se voit plus, puis je te bloque sur Instagram, puis c'est fini. Mais il faut se voir à rencontre de parents dans 2 semaines. Oui, mais non, c'est sûr. Qui est dernière question avant de rentrer dans comme, les vraies questions. Est-ce que tu as un dossier ou une situation qui t'a particulièrement marqué, sans briser évidemment la confidentialité? Oui, ben oui. Oui, moi, avant là, que je commence le droit, là, je me disais, puis je me dis encore, mais tu sais, j'étais très fière d'être féministe, puis j'avais plein d'idoles, puis tu sais, des grandes célébrités, de femmes fortes. Puis moi, ça, c'était mon image du féminisme. J'étais vraiment, c'est ça, je veux devenir ça. C'était comme le... Mais j'avais pas été témoin, je pense, du féminisme du quotidien. Tu sais, de la femme normale. Et ce qui me marque le plus dans ma pratique, c'est j'ai été témoin c'est souvent des mamans, là, des mères qui se relèvent de situations impossibles, qui vraiment là, se sacrifient pour, oui, les enfants, mais pour des... Tu sais, qui vivent des situations. Puis moi, d'être témoin, là où mon cœur me pince, là, c'est dans des situations comme ça où j'entends... Récemment, j'ai eu la chance d'aider une mère. Elle s'est séparée, 2 enfants en bas de 5 ans. Ils se séparent. Puis après la séparation, monsieur, là, la famille a vécu un événement traumatisant. Monsieur a été arrêté. Là. Fait que je te laisse deviner ce qui est arrivé. Et... ça s'est pas fini là. Oui, il y a eu le côté criminel où le monsieur a tout contesté, puis encore à ce jour, monsieur reconnaît pas là, qu'il y a eu un événement. Monsieur se bat pour voir ses enfants. Donc, madame est confrontée à cet homme-là qui est son agresseur, qui veut continuer, qui est dans le déni. Puis pendant ce temps-là, c'est des enfants qui ont vécu un traumatisme de cette situation-là. Fait que c'est des enfants qui ont des défis de comportement incroyables. Puis elle se lève à des heures, se lève le matin... s'occupe des enfants, continue, se bat en cours supérieur. Puis à travers tout ça, elle veut que monsieur voit les enfants, puis elle veut que monsieur aille mieux, puis elle veut que monsieur se guérisse, puis elle veut que ses enfants aient accès à un père, mais c'est vraiment... ça me marque beaucoup de les entendre, puis de ça voir. confronte aussi, là, j'imagine, il y a d'un point de vue extérieur où c'est comme... Pourquoi, tu sais? Pourquoi autant d'acharnement? Puis les mères ont un pouvoir, je veux dire, c'est fou, je veux dire. J'ai reçu récemment Gabrielle, qui est maman, qui m'expliquait comme l'espèce de... C'est comme une la parentalité te donne une autre vie, tu sais, puis t'es comme... Tu deviens une autre personne. Ouais. T'es comme... T'es plus grand que nature, là. C'est comme tu fonctionnes sans sommeil, tu fonctionnes sans manger. Ça fait des choses... C'est fou. Ah non, puis avoir des enfants, c'est fou. Ouais. Ça a l'air, là, c'est vrai. Comme, elle était comme, il y a moi avant, il y a moi après, tu sais. Mais moi, ça me met un peu de pression dans le sens où je me dis, il y a beaucoup de mes clientes que j'aimerais ça être elle. Je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais vraiment ça. T'sais, si je suis maman, je vais être comme ça. Souvent, les autres sont comme, ben voyons, ils se trouvent pas hot, là. Mais des fois, de l'entendre à l'extérieur, c'est beau. Puis dans ce dossier-là, le tribunal, dans son jugement, a mis par écrit, le juge a mis par écrit le témoignage, la force du témoignage de madame, la force de la manière qu'elle s'est exprimée, puis comment les sacrifices qu'elle a fait pour ses enfants. C'était comme un petit cadeau, ça, de pouvoir le lire. Là. Dernière question, comment un cas, en général, ça dépend, là, mais tu sais, mettons un cas de divorce, ça dure combien de temps du début à le client t'appelle à comme c'est fini?
Ça dépend de la partie adverse. Oui, ça dépend du degré de contestation. Tu sais, tout va bien, là, on s'entend bien. Ça peut, mon Dieu, ça peut prendre 2 semaines. Okay. On dépose tout. C'est sûr qu'il y a des règles là, au Québec, au Canada, au niveau du divorce, qu'il faut que ça fasse 1 an depuis la séparation. À moins qu'il y ait eu, il y a certaines conditions, adultère, cruauté physique ou mentale. Mais, fait que ça prend 1 an. Mais admettons que ça fait 1 an que vous êtes séparés, puis là, on prend le divorce. Théoriquement, tu pourrais avoir le divorce là, 1 an plus tard. Si on s'entend pas, admettons qu'on y va super compliqué. Là. Il y a des enfants, on s'entend pas. La résidence, on s'entend pas. On demande une pension alimentaire. Tout est compliqué. Il y a des... On est mariés en société d'acquis. Il y a des fonds de pension. Très, très compliqué. Un dossier, ça peut prendre 2 ans. Ah oui. 2 ans. Hey, 2 ans avec là-dedans, tu sais, c'est tough, là. 2 ans. Puis, tu sais, c'est bizarre parce que moi, c'est des personnes qui, admettons, puis on se parle souvent là, dans 2 ans. Tu sais, c'est pas comme on se voit dans 2 ans, la date est là, puis on se voit. Mais non. Parce que souvent, quand ça finit un peu, des fois, il y a comme un peu un vide de ben, bye. Ouais. Hey, merci. Au revoir. Tu crées des liens spéciaux un peu avec des gens qui t'accompagnent presque dans le quotidien à passer à travers cette épreuve-là. Tu sais, des fois, ben, tu sais, je peux pas, là. Tu sais, je peux. Comment ça va 2 ans plus tard, là? Non, c'est ça. Mais oui, c'est long. C'est longtemps. Tu fais combien de cas à la fois, mettons, en général? Moi, je suis dans un bureau où on fait juste des mandats privés. Fait qu'on fait pas mandat d'aide juridique. Ceux qui font des mandats d'aide juridique, souvent, ont des volumes vraiment impressionnants, là. Tu sais, même à l'aide juridique, ils ont beaucoup, beaucoup de dossiers. Je dirais que, tu sais, si, admettons, je faisais ma liste de dossiers actifs, je te dirais peut-être 80. Mais c'est pas comme tous les jours, je travaille sur les 80 dossiers. Là. Ben honnêtement, je m'attendais à genre 5. Oh mon Dieu! Ouais. Ben, 80? Ouais, je dirais... Fait que t'as 80 histoires en tête en même temps? Oui. Ouais. Fait que des fois, fait que les noms d'enfants, là, des fois, là, t'es comme, il s'appelle-tu? Mais je veux dire, les détails... Parce que, tu sais, mettons, moi, je fais de la relation d'aide, OK? Fait que, tu sais, j'ai des clients, puis... Mais combien t'as, mettons? Hey, tellement pas beaucoup. Parce que, premièrement, parce que j'ai pas le temps. Fait que je pousse pas ça. T'es pas bonne. Oui, c'est ça. Je suis nulle à chier. Ouais, c'est ça. Fait que, pour vrai, 5, mettons. Hein? Ouais, mais c'est parce que tu fais autre chose. Oui, je fais autre chose, évidemment. Mais même à ça, des fois, je suis comme, c'est qui m'a dit ça déjà? Ben, mais je dois avouer. C'est rare que je me mélange, mais des fois, une chance que j'ai des notes, là. Tu sais, des fois, je suis comme, oui, c'est ça. Puis mais tu sais, 5, là. Mais là, je dis 80, mais tu sais, je travaille avec d'autres avocats du bureau avec moi, là, dans le sens où Mais oui, puis c'est parce qu'il y a des dossiers qui sont latents. Par exemple, tu m'appelles, c'est vraiment la catastrophe, là. Tu viens de te séparer, monsieur consomme, tu veux pas qu'il les voit. Fait que là, tu m'appelles, on prend une demande au tribunal, on se présente au tribunal en urgence. Peut-être qu'on va passer 3 semaines bien intenses ensemble. Puis ça se peut après que finalement, monsieur est allé en thérapie, on est allé en médiation, c'est fini. Ça se peut qu'on se verra plus. Mais pendant je sais pas moi, ces 6 mois-là, ben moi, t'es un client, tu peux m'appeler, je peux savoir ce qui se passe. Ouais. Fait que... Quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup d'infos dans ta tête. Ben, comme je te dis, les prénoms d'enfants, là, c'est ça qui est difficile. Ben oui, je comprends. Je me souviens de mes... Puis aussi, des fois, je dois avouer, on dit souvent monsieur, madame. Ouais. Parce que des fois, on oublie... Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai des clients souvent qui vont parler... Ils vont pas parler de leur ex en disant madame, là. Fait que là, ils sont genre Steph. Puis là, je suis comme Stéphanie. Ah oui, Stéphanie, c'est vrai, elle s'appelle Stéphanie. Fait que moi, je dis... Ouais. Fait que des fois, c'est ça, mais ouais. Non, les noms compliqués d'enfance aussi, là. Ah ouais, avec des traits d'union, là, c'est là que je me perds, là, des fois. C'est sûr. Ouais. OK, très intéressant, mais là, il faut se lancer dans les vrais thèmes. Fait que je les sépare en différents thèmes. Okay. On va commencer par les droits des pères et de filiation, avortement, questions liées à la grossesse. Okay. Première question. Est-ce qu'un père peut réclamer des droits même si l'enfant a été conçu lors d'une relation très courte ou ponctuelle, exemple un one night? OK. Fait qu'admettons, t'as un one night, tu tombes enceinte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le père? Ouais. Le père, le donneur. Le géniteur. C'est ça. La personne avec qui. Ouais, voilà. c'est ça. Le donneur de matériel génétique. Voilà. OK. Ça dépend le moment dans lequel on se parle. Parce que, en fait, le lien entre un enfant et un parent, ce qui lui donne des droits, des obligations, c'est le lien de filiation. OK? La filiation peut s'établir de plusieurs manières. OK. Ça peut être par adoption. Ouais. Ça peut être la situation, probablement. C'est la situation de mes parents. Là. Mes parents étaient en amour, ont eu un enfant. Les deux étaient sur l'acte de naissance. Bon, lien de filiation. Ouais. Selon le droit québécois, ton père, ta mère, ton parent, c'est la personne qui est inscrite sur ton acte de naissance. Mm-hmm. OK?
Là où on a des situations plus compliquées, c'est ton exemple. J'ai un one night. Ouais. Admettons, toi, tu couches avec Antoine. Ouais. Antoine, tu tombes enceinte d'Antoine. Ouais. Puis là, tu lui dis ou tu lui dis pas? Ben là, dans c'est notre aussi, histoire. t'es-tu dans le devoir d'y dire? Mettons, il y a plein d'affaires. Mettons que je tombe enceinte d'Antoine, j'y dis, mais je veux pas qu'il fasse partie de la vie de l'enfant. Mettons. OK, Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bon, ça. Mais là, le problème, c'est que, libre à lui d'accepter. Ouais. Dans le sens où... Puis, ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est des fois, je rencontre des clients qui sont comme, bon, je tombe enceinte, je veux pas qu'il soit dans la vie. Puis là, je suis comme, OK, pourquoi tu veux pas qu'il soit dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas de droit sur cet enfant-là? Ou parce qu'il faut faire attention, parce que si tu n'as pas un lien de filiation, non, tu peux pas avoir une garde, non, tu peux pas avoir d'accès, mais tu peux pas non plus demander une pension alimentaire à cette personne-là. Et des fois, on est enceinte, on est Wonder Woman, oui, ça va, j'aurais pas de problème. Puis là, à un moment donné, tu réalises que ça coûte très cher un enfant. Ouais. Puis tu te dis, mais peut-être finalement, j'aurais besoin d'une pension alimentaire. Ouais. Fait que mettons ces situations-là. Fait que Antoine, je veux pas qu'il soit dans la vie de mon enfant. Là, lui, il dit oui ou il dit non? Lui, il veut, mettons. Là. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, lui, il pourrait. OK, la ouais? réalité, c'est qu'il pourrait. Ouais, il pourrait. Il peut rien faire tant que tu es enceinte, mais à partir du moment que tu accouches, lui, il peut faire reconnaître sa paternité. OK, fait que demander, mettons, un test, puis après, mettons, vouloir la garde, puis tout. Mais là, c'est ça, faut faire attention. Parce que dans ton exemple, admettons, toi, t'accouches, puis là, t'es à l'hôpital, puis là, il y a l'acte de naissance, puis il te demande, tu mets quoi? Là, toi, tu veux pas, fait que tu mets père absent, il y a juste toi. Tant et sous-entend qu'il y a père absent, Antoine, s'il est le père biologique, peut réclamer sa paternité. Fait que, par exemple, il viendrait me voir. Là, moi, je prendrais une demande au tribunal en reconnaissance de paternité. Okay. On ferait un test d'ADN entre lui et toi ou l'enfant. Ben, pas toi, non, l'enfant. Puis s'il est le père, ben on peut le faire reconnaître. Là, il faut faire attention. C'est pas parce que tu es reconnu que du jour au lendemain, il va avoir une garde partagée de cet enfant. Okay? Après, on tombe dans un deuxième stade. L'enfant à quel âge? Et est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant de voir ce parent-là? Si Antoine est adéquat, si Antoine fait la démonstration qu'il est capable de s'en occuper, qu'il est dans le meilleur intérêt de ton enfant de voir ses parents, bien, il risque d'avoir des droits d'accès sur cet enfant-là, puis il risque d'avoir une pension alimentaire, puis là, selon vos modalités de garde, selon vos revenus chacun, mais oui, il peut avoir des droits sur cet enfant-là. OK, quand même. Puis, situation où, on va changer de nom, Jean-Christophe, j'y dis pas. Je tombe enceinte, puis j'y dis pas, puis il l'apprend, mettons, l'enfant, comme plus tard. Là, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, il est né? Oui, l'enfant, il est né. Puis là, il l'apprend, justement, mettons, on va dire, l'enfant... sur Instagram, là. Genre... Il voit une photo, puis il est comme, hey, il me ressemble. Oui, puis ça fit, me semble, avec... Il me semble que c'est ma petite face. Ouais. Encore une fois, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la filiation, tu peux toujours la faire reconnaître. Sauf à un moment donné où la filiation, elle est inattaquable, OK? Ça, c'est quand tu as quelqu'un d'autre sur l'acte de naissance. Et que ce quelqu'un d'autre-là, qui est sur l'acte de naissance, a la possession d'état constant. Là, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je suis comme que... Bon, pardon? C'est que depuis la naissance de cet enfant-là, et pendant plus de 2 ans, cette personne-là agit comme le père. OK. Fait que dans ton exemple, t'as un one night avec Chose-Bin, mais entre-temps, tu te fais un chum, par exemple. Oui, tu sors, tu sors avec, on va lui donner un nom, Paul. Ouais. Okay, tu sors avec Paul, l'homme de ta vie. Oui. Et Paul, il était là à la naissance. Tu l'as mis sur l'acte de naissance, puis ben, ça fait plus de 2 ans qu'il se présente. Il présente ton enfant, c'est son enfant, il change ses couches, il l'amène au docteur, il l'amène à la garderie, etc. Mais là, la filiation, elle est bloquée. Même s'il n'est pas le parent biologique, Jean-Christophe peut pas revenir puis dire « Je veux réclamer la filiation de ce parent-là ». OK. Puis si c'est avant le 2 ans? Avant le 2 ans, là, il peut. Elle n'est pas bloquée. Hey, c'est compliqué quand même. Ben c'est compliqué, puis oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on est aussi dans des situations, tu sais, ça arrive pas tant que ça, des situations comme ça, dans le sens où, tu sais, à un moment donné, on peut pas prévoir l'impossible, mais c'est sûr que ça peut arriver, là, des choses comme ça. La situation inverse, où, au contraire, tu as une relation sexuelle avec Samuel, tu tombes enceinte, Samuel ne veut pas être père, mais toi, t'es comme, non. Genre, tu fais partie de ça et tu vas m'aider financièrement, etc. Genre, c'est quoi? Là, c'est la femme qui va prendre des recours, mettons, qui va être... Oui, elle va faire reconnaître la paternité. OK. Donc, elle pourrait... En fait, elle peut pas le mettre là, sur l'acte de naissance sans son autorisation, soit dit en passant. OK. Donc, elle va devoir le faire reconnaître. Donc, elle prend une demande au tribunal pour faire reconnaître le père. Et monsieur peut pas vraiment refuser, en fait. Ben, c'est-à-dire, il peut dire au tribunal qu'il refuse, mais ses chances de recours de succès sont
très, 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 très mince. Mais après, il n'y a aucun tribunal qui va obliger ce parent-là qui veut rien avoir à faire avec cet enfant-là de s'en occuper. La seule chose qu'il peut obliger de faire, c'est qu'il subvienne à ses besoins. Exactement, par une pension alimentaire. Payer ses frais particuliers, etc. Donc... Ben, c'est parce que, je veux dire, t'as conçu l'enfant aussi, là. T'étais exactement. Là, mais j'imagine que si... Tu sais, mettons, là, que il y a de la coercition, il y a un mot, là, contraceptive, ou genre, tu l'as pas dit à la personne, tu te dis, mettons, que tu te protégeais, tu sais, là, j'imagine que ça complique la situation. Là, moi, j'embarquerai pas là-dedans parce qu'on est vraiment plus dans le côté criminel, parce que ça a été reconnu criminellement, par exemple, tu sais, je t'ai dit que j'ai mis un condom, j'en ai pas mis, ou le contraire, tu sais, je prends la pilule, bon, etc. Après, il faut faire attention avec la question de la pilule parce qu'il y a des erreurs, il y a des... Bon, 100%, c'est sûr. Fait que ça, c'est plus comme au niveau criminel, mais au niveau de la reconnaissance, parce que tout le droit de la famille est pensé sur le meilleur intérêt de l'enfant. L'enfant, il n'a rien demandé de tout ça. L'enfant, lui, il a besoin que ses besoins soient subvenus. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est très frustrant de nous l'entendre en tant qu'adulte puis en tant que personne à qui ça pourrait arriver. On est comme, mais vraiment, ça n'a pas de sens de ne pas savoir. Mais cet enfant-là, il faut répondre à ses besoins. Puis comme tu l'as dit, tu l'as un peu fait. OK. Oh mon Dieu, c'est complexe. OK. Fait que à quel moment un père est légalement reconnu, si sur la partie de la conception, il pourrait être reconnu. Il pourrait être reconnu, mais à partir de quel moment il est reconnu légalement sur l'acte de naissance? C'est vraiment ça que ça prend si tu veux faire X, Y, Z par rapport à l'enfant, c'est ça. C'est vraiment ça. OK, là, il y a une couple de questions qu'on a répondues à travers notre discussion. Est-ce que le podcast, pour toi, c'est pas assez et tu as envie d'en apprendre encore plus sur la sexualité? Je t'annonce que Séduction, qui est notre partenaire présentateur officiel pour la saison 4, offre des ateliers qui s'appelle Atelier Plaisir. C'est des ateliers éducatifs où vous allez parler de plusieurs sujets liés à la sexualité. Donc, c'est une expérience intime. Donc, tu viens avec tes amis dans... comment ils appellent ça? La galerie d'art chez Séduction. Et c'est vraiment des ateliers éducatifs, ludiques, où il y a autant du divertissement que... l'éducatif. Il y a même un tour guidé de la boutique Séduction. Il y a aussi des démos de jouets, des accessoires adaptés à vos envies. Donc, c'est vraiment une expérience qui est personnalisée. Donc, tu peux, si ça t'intéresse, venir avec tes amis, t'inscrire via leur site web pour l'organisation de cette belle soirée. Il y a un magasinage exclusif avec rabais aussi pour les personnes qui participent à cette offre de séduction qui est incroyable. Éducatif, t'en apprends plus sur des jouets, t'as des rabais, tu parles de bien-être, d'épanouissement avec tes amis. Honnêtement, je trouve que c'est une activité incroyable. Sur ce, je vous laisse à l'épisode. Ah oui, est-ce qu'un père a un mot à dire sur une grossesse non planifiée? Est-ce que, juste, genre, c'est ça, le condom brise, est-ce qu'il y a des droits, genre, je veux absolument que tu te fasses avorter, ou au contraire, tu sais, par rapport à l'avortement, là, mettons, c'est quoi les droits du géniteur? Ça, c'est vraiment... Tu mets des pincettes en géniteur, donnant. C'est vraiment une belle question parce que ça, là... Puis, OK. Ça, la Cour suprême s'est penchée là-dessus. Ah oui? OK? C'est l'arrêt très connu Tremblay contre Daigle. Oui, j'ai déjà entendu ça. Mais est-ce que... Oui, mais c'est parce que Illico a fait une série, l'affaire Chantal Daigle. OK. Écoute ça. Oui, écoutez, mais ça me dit de quoi? Okay. Ils ont fait vraiment une série sur ça. Okay. C'est très, très bon. Mais je vous le résume. En fait, on est en 89, mais l'arrêt de la Cour suprême est en 89. Fait qu'on est un petit peu avant ça. Madame Chantal Daigle tombe enceinte de Monsieur Tremblay. Je pense que c'est Jean-Guy, son prénom. Ça m'avait fait sourire. Je vous mets les gens, je l'ai noté, je le mets en description. Tu vas le mettre. Oui, c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Et elle tombe enceinte et là, elle se sépare de Jean-Guy, Monsieur Tremblay. Et à 18 semaines, elle décide de se faire avorter. Jean-Guy veut pas. Il saisit le tribunal. Donc, il va en cour supérieure pour obtenir une injonction qui interdit qu'elle se fasse avorter. Ça fonctionne à ce stade-là. C'est confirmé en appel. Et là, la Cour suprême s'est penchée là-dessus en disant... Ça, c'est en 89? Ouais. Fait que c'est pas tant, il y a tant longtemps. Puis là, c'est un arrêt fort parce que la Cour suprême est venue déterminer que non. OK? Tant et si longtemps que l'enfant n'est pas né, et là, le terme, là, c'est vivant et viable, OK? Il n'y a pas aucun droit, il n'y a personne qui a aucun droit sur le fœtus, donc sur ce qui fait partie du corps de la personne qui porte l'enfant. Donc, dans ce cas-ci, ils sont venus déterminer que
il pouvait pas l'empêcher de se faire avorter, comme il peut pas l'obliger de se faire avorter. Dans les situations que nous, quand on est jeune, on pense un peu à ça. On a toujours un ami qui est comme, mais là, tout d'un coup, elle tombe enceinte, je peux-tu l'obliger? Non. Non, faut... non. Puis pas malheureusement, pas heureusement. Je veux dire, à un moment donné, on a la Cour suprême a dû se pencher sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Puis ils ont vraiment dit, ben c'est le corps de la femme, c'est le corps de la personne qui en ce moment-là, porte le fœtus. Puis il n'y a pas de droit. Fait que jusqu'aux 9 mois, là, jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance, vivant et viable. OK. Ouais. Fait que tu pourrais naître à 6 mois. OK, oui. Si tu es vivant, puis tu tiens. Ouais. Ouais. Okay. Là, tu peux avoir des droits sur cet enfant-là. Là, tu peux demander quelque chose par rapport à cet enfant-là. Puis, tu sais, des fois aussi, il y a des couples qui vont avoir des enjeux sur une intervention qu'on doit faire sur un enfant, par exemple. Oui. Je sais pas c'est quoi le terme médical, là, mais à l'intérieur là, du ventre. Oui, tous les tests, mettons, là, que tu peux demander, par exemple, est-ce que le géniteur a des droits là-dessus? Non, parce que comme de fait, c'est vraiment c'est la personne qui porte. Oui, exactement. Le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Donc, il n'y a pas de droit. Tu as écouté Stats? Oui. Tu sais, là, la situation, justement, avec la fille du psychiatre qui tombe enceinte, puis là, il y a comme des tests à faire, puis là, justement, son chum veut pas tel ou tel test parce qu'il dit non, l'aiguille va nanana. Oui. Mais elle se fait convaincre. Oui, elle se fait convaincre, exact. Mais, mettons, mettons, légalement, elle aurait pu décider comme, oui, je fais tel test, non, je fais pas tel test. OK. Hey, mon Dieu. Donc, le condom qui brise, ben non, t'as pas le droit par rapport à ça. Puis le contraire également. Tu pourrais pas l'obliger à pas se faire avorter comme Jean-Guy Tremblay voulait faire. Est-ce que si une personne cache sa grossesse au père, y a-t-il des conséquences légales? Ça, c'est une bonne question. Souvent, les gens... il n'y a aucune obligation de divulgation de grossesse au Québec. Puis même suivant la naissance, t'as pas d'obligation de le dire. Puis... ça, c'est... il y a des gens qui sont bien choqués de ça, de se dire, ben voyons donc, fait qu'il y a des personnes qui se promènent puis qui ont peut-être un enfant puis qui ne le savent pas. Puis c'est un choix que la personne qui donne naissance fait dans le sens où, comme je te dis, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où la personne ne va pas pouvoir demander des droits, mais tu ne pourras pas non plus demander de l'aide financière pour cet enfant-là. En même temps, comme je te dis, s'il n'y a personne sur l'acte de naissance... ben, la filiation pourrait être établie à un moment donné. Donc, est-ce que c'est un peu d'avoir une épée de Damoclès tout le temps? Ça dépend comment on le voit. Le lien d'affiliation, c'est infini, mettons? C'est comme... Tu veux dire pour toujours? Oui. La personne pourrait... Mettons qu'elle apprend puis l'enfant a 30 ans. Là. Mais en même temps, après, il n'y a plus de pension. Là, je veux dire, fait que c'est comme à quoi ça servirait? Ben, en fait, c'est que les parents ont des droits aussi sur leur enfant. OK. Puis ça, on l'envoie... Toutes les règles de succession. Par exemple, si tu meurs pas de testament, là, la loi prévoit des choses. Donc, elle prévoit, par exemple, que tes enfants, tes parents en ligne directe, ces gens-là vont avoir de l'argent. Fait que de reconnaître une filiation, même passé 18 ans, ça peut être pertinent. OK. Puis il y a aussi, ça c'est très, très rare, mais la loi prévoit aussi que les parents peuvent demander une pension alimentaire à leur enfant. Ouais. Attends, quoi? C'est weird, hein? Ouais. Puis là, t'es comme, faut pas que ça m'arrive. Mais oui, dans certains cas, puis j'en ai jamais fait, là. Je connais la disposition, je l'ai jamais vu se faire appliquer. Mais dans quel contexte, mettons? Si tu as besoin d'une aide financière particulière, là, ou s'il y a quelque chose qui justifie que... Parce qu'il y a une certaine... Le lien de filiation entre parents-enfants, il y a une certaine obligation de subsistance, d'aide entre... qui va des deux sens? Qui va des deux sens, mais on s'entend pas du tout dans la même envergure. Mais oui. Fait que des fois, c'est intéressant d'avoir cette reconnaissance-là. Puis même en assurance vie ou ces choses-là, des fois... le lien de filiation est important pour pouvoir faire ça. Ou même, tu sais, les décisions médicales, les enfants peuvent prendre des décisions pour leurs parents, le parent le contraire, même quand t'es majeur. Fait que ça peut être intéressant. Deuxième, on va rentrer dans le deuxième thème, parentalité et sexualité. Quels sont les droits et obligations du donneur de sperme? OK, ben, on a un peu répondu. Mettons que le donneur de sperme, le géniteur, qui, si c'est pas, mettons, dans un contexte, la personne n'est pas... Ça a-tu s'il y a un lien amoureux, s'il y a son conjoint versus si c'est deux meilleurs amis qui décident d'avoir un enfant, est-ce que les droits sont similaires? Ah non, ça change tout. Okay. Non, ça change tout. Okay. Là, on parle, admettons, de la procréation assistée. Ben non, mais mettons, moi, je décide que je veux avoir un enfant avec mon meilleur ami parce que j'ai pas de partenaire. Fait qu'il va être le géniteur, peu importe la façon dont ça va être fait. Ouais.
est-ce qu'il y a les mêmes droits que si on était amoureusement liés? OK. Très, très, très bonne question. Puis c'est full dans l'air du temps parce que la loi, elle a changé récemment par rapport à ça. On parle quand même de la procréation assistée. Il y a 3 méthodes de procréation assistée. Il y a la méthode d'insémination artificielle, celle que tu connais en clinique, qui est comme la plus connue là, ou basique. Ensuite, tu as l'insémination artisanale. Ça, c'est le turkey baster. T'as pas écouté Jane the Virgin? Non, t'as jamais vu ça? OK, tu sais, les gens qui sont comme, on va faire ça à bonne franquette. Mais tu couches pas avec la personne. OK. Fait que c'est comme... Genre avec une seringue, tu t'en vas pas... Exactement, okay, c'est exactement ça. OK. Ouais. Fait que ça, c'est insémination artificielle. Artisanale, excuse-moi. Artisanale. OK. Et ensuite, t'as la procréation amicalement assistée. OK, j'ai jamais entendu ça. Je l'aime, ce mot-là. Okay. C'est exactement la situation que tu me décris. Ouais. Donc, tu vas m'assister pour que je tombe enceinte. Amicalement, voulant dire, on va le faire par une relation sexuelle et non pas par la seringue. Ouais. Et je vais tomber enceinte. Et bon. Là où, dans l'exemple que tu nommes, c'est drôle, j'ai une cliente que c'est exactement ça. Elle est venue me voir, elle était... j'allais dire un certain âge, genre 40 ans, là, on s'entend, là, pas un certain âge selon les médecins pour tomber enceinte. Fait que là, elle disait, je veux tomber enceinte. Puis là, elle venait de se séparer de son conjoint parce que lui, il voulait pas d'enfant. Et, mais ils se sont entendus, lui, il a dit, moi, je pourrais t'aider. Tu sais, dans le sens où moi, ça me dérangerait pas qu'on couche ensemble, tu tombes enceinte, mais moi, je veux rien à faire. Je veux pas nécessairement avoir besoin de ça. Fait que dans cette situation-là, il faut protéger un peu les deux personnes parce que elle, peut-être qu'elle veut pas que lui change d'idée, puis lui, peut-être qu'il veut pas qu'elle change d'idée puis qu'elle lui demande quoi que ce soit. Oui, absolument. Ce que prévoit toutes ces 3... Ça, c'est la méthode amicalement assistée. Mais autant elle que la procréation artisanale que la procréation médicalement assistée, ces 3 méthodes-là, s'il y a un projet parental qui est clair en amont, et là, mets-le en majuscule gras souligné, avant la conception, si tu prévois très bien c'est quoi ça va être quoi l'implication de chaque personne, il n'y aura pas de lien de filiation avec cette personne-là, puis ce sera impossible. Donc, dans ton exemple à toi, qui est l'exemple aussi de ma cliente, avant même que vous couchiez ensemble pour faire ça, puis là, si vous êtes, admettons, encore en train... Tu sais, si c'est ton ami, mais genre... Comme ton fuck friend aussi en même temps, il faut faire attention là, dans le timing. Le meilleur, c'est de faire faire ça par écrit. Oui, c'est ça. j'imagine de faire un contrat. Tu le fais par écrit. Tu protèges, comme tu dis, les deux parties. Tu mets très clair c'est quoi, puis tu l'appelles projet parental. Il n'y a aucun doute que c'est ça. Puis tu dis, voici l'implication de chacun par relation sexuelle. Là, tu n'as pas besoin de dire la date et l'heure, mais tu sais, comme que ça soit très clair que c'était ça l'objectif. Et à partir de ce moment-là, le projet parental est clair et il n'y a pas de lien de filiation entre ton meilleur ami et cet enfant-là. OK. Fait que ça permet pour des personnes, justement, qui veulent tomber enceinte. Mais l'autre exemple classique, c'est les couples homosexuels. Oui. Les couples de lesbiennes, par exemple, moi, je suis avec ma conjointe et on veut absolument avoir un enfant. En clinique, ça coûte cher parce que c'est vrai, il y a des coûts là, en clinique. Là, il y a une différence majeure. Et donc, je demande à quelqu'un où je trouve... Il y a des gens qui trouvent ça sur Internet. Il y a certains enjeux là, avec ça. Oui, j'imagine. Ça aussi, fait on s'en reparlera sinon. Là. Sinon, allez voir le documentaire de... Je pense que c'est... Ah, ça m'énerve, je ne le trouverai pas. Mais c'est donneur X ou donneur Y, ou en tout cas, taper ça, là, c'est comme... c'est là qu'on voit que ça peut être problématique de prendre un donneur anonyme sur Internet, parce qu'on découvre dans cette histoire-là que le donneur en question a donné à beaucoup de gens. Oui, ça, j'ai déjà vu ça. C'est ça. Fait que ça peut être problématique, mais bref, il y a aussi des très belles histoires. Là. Moi, j'ai beaucoup d'amis que c'est comme, hey, c'est un de nos amis, il nous donne. Puis on fait la méthode artisanale. Fait que moi, je couche pas avec, parce que mon Dieu, je veux vraiment pas coucher avec. Mais je veux son sperme. Fait que lui, il vient chez nous. On se prévoit ça. Moi, je suis avec ma blonde. On se met des chandelles. On fait ça cool. Tout ça, c'est légal. Là, c'est super légal. OK, parfait. C'est super légal. La personne a fait... elle va à Salomon, elle a fait ce qu'elle a à faire. Puis là, c'est là que je te parlais du turkey baster parce qu'il y a comme le stéréotype que tu prends le truc, la pipette à dinde, là. Mais tu peux prendre, tu sais, comme si tu vas à la pharmacie, ils vont te donner quelque chose de plus approprié, mais tu prends ça, puis, tu sais, moi, je connais des histoires de clientes qui ont fait comme une petite cérémonie, c'était comme, tu sais, ils se sont fait un petit truc cute, puis ça a fonctionné, puis, mais avant tout ça, ils ont fait un contrôle, c'était très clair. Oui, c'est ça, exactement. Puis comme ça, ben, il y a pas d'enjeu, mais avant que la loi change, c'était plus compliqué, puis ce qui arrivait, c'est que malheureusement, pour la personne qui a pas un lien génétique avec cet enfant-là, fait qu'admettons, ma conjointe dans cette histoire-là, ou des deux filles, ben là, le problème, c'est qu'elle pouvait se faire tasser. Là, à partir du moment que le projet parental est super clair, puis c'est pour ça que je lui dis, mettez-le par écrit, il n'y a pas d'enjeu. Puis c'est quand que la loi a changé par rapport à ça? J'ai le goût de te dire...
il y a peut-être comme 4-5 ans. Okay. Je suis pas sûre de la date exacte, mais c'est récent. Parce que ça a dû créer des situations, justement, que t'as un enfant avec ta conjointe, puis là, le géniteur, finalement, non, il veut faire partie de la vie de l'enfant. C'est quand même quelque chose. Oui. Puis tu sais, après, il y a quand même les règles d'affiliation que je te parlais plus tard, avant. Mais oui, il y avait une certaine incertitude, puis il y a une certaine, encore aujourd'hui, c'est compliqué pour des couples homosexuels d'avoir des enfants. La loi a comme un peu simplifié ça. Au moins, avoir une certaine protection de dire que tu es autant reconnu, etc. Mais de moins en moins, le lien biologique, génétique explique le lien là, entre... Mais j'imagine que, encore une fois, on recommande à 100% de faire le contrat puis tout d'écrire avant tout ça, parce qu'on veut se protéger, parce que justement, après, ça apporte de la complexité. Là. Oui, puis tu sais, souvent... C'est facile pour moi de dire aux gens aller en clinique, c'est ça le plus béton, mais il y a des gens qui préfèrent vraiment moins ça. Ouais. C'est très stérile, tu connais pas nécessairement le donneur, etc. Ouais. Mais c'est sûr qu'un contrat, c'est ça le mieux. Puis surtout, je dirais vraiment, là, surtout pour les gens qui ont des projets solo. Il y en a de plus en plus. Oui. Quand il y aura personne sur l'acte de naissance, tu le sais parce qu'à partir du moment qu'il y a de la place sur l'acte de naissance, c'est beaucoup plus facile de faire reconnaître la filiation. Fait que, surtout si c'est ça, arrangez-vous. Puis un projet parental, ça peut être un projet solo, là. C'est reconnu, là. OK. Ay, mon Dieu. C'est tellement intéressant. Puis là, c'est justement, là, on parle beaucoup de si, justement, tu peux porter l'enfant. Dans le cas d'un couple homosexuel, par exemple, ou de deux personnes qui peuvent pas porter, c'est quoi toute la situation des mères porteuses au Québec, là, en ce moment? Où on en est par rapport à ça? Oui. Ça aussi, ça l'a changé encore plus récemment. Ça fait partie des nouvelles modifications à la loi. Il y a beaucoup de mythes sur la situation des mères porteuses, puis il y a aussi beaucoup de différences avec ce qui peut se faire aux États-Unis, OK? Fait que si ta référence, c'est les Kardashians, ça marche pas ici, hein, du moins. C'est légal. Il y a des gens qui pensent que c'est illégal, les mères porteuses au Québec. C'est légal. Ce qui est illégal, c'est la rémunération. OK? Donc, c'est de payer quelqu'un pour être ta mère porteuse. Ouais. La seule chose que tu peux verser de l'argent. En fait, tu dois rémunérer cette personne-là pour, par exemple, tous ses frais de déplacement, ses frais médicaux, ses frais si, par exemple, il faut qu'elle manque du travail. Okay. Donc, un remplacement de salaire. Mais tu peux pas dire, je vais te donner 50 000 $ pour que tu portes mon enfant. Ou comme une femme non plus pourrait pas se partir une business de je porte des enfants puis ça coûte 100 000 $, etc. Ça pourrait devenir dangereux. Les gens pourraient être prêts à payer beaucoup là, pour ça. Oui, j'imagine. Donc non, faut pas faire ça. Par contre, le contrat, souvent les gens, c'est le contrat qui est illégal. Non plus. Le contrat, il est obligatoire maintenant. Okay? Le contrat de mère porteuse. La gestation pour autrui aussi qui est appelée. Ce contrat-là, il est obligatoire maintenant. Et, encore une fois, doit être fait en amont, donc avant qu'il y ait la fécondation. Puis, encore une fois, ça peut se faire de n'importe quelle façon. Donc, toutes les façons que je t'expliquais tantôt pourraient être faites. Maintenant, là, dans les modifications de la loi, maintenant, il y a une obligation pour les parents d'intention. Donc, ça, c'est les parents qui vont être parents suivant la naissance. Et la personne porteuse d'avoir une consultation psychologique. Donc, en fait, ils appellent ça comme une séance d'information, mais c'est aussi pour voir, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Est-ce que vous êtes correct avec tout ce que ça implique? Parce que pourquoi quelqu'un ferait ça, mettons? Pourquoi quelqu'un serait une mère porteuse quand t'es pas rémunéré? C'est fou, hein? Ben, on dirait que je suis comme, I could never. Non, mais non. C'est comme un don de soi. C'est un don de soi, là. C'est comme Mère Teresa, bonsoir. Là. Oh mon Dieu. Ouais, on se sent petit dans ses shorts quand on rencontre ces personnes-là. Ouais. Puis moi, des fois, je me dis, oh mon Dieu, mais comment ils font pour trouver? Tu sais, comment tu trouves? Ben, c'est ça. Ben, c'est aussi, c'est comme une autre de mes questions. Est-ce que c'est comme des... Est-ce que les gens, ils vont y a-tu genre des cliniques de mères porteuses? OK, fait que ça c'est non, parce illégal. que tu peux pas te créer une business. OK, comprends? Admettons, souvent, il y a des sœurs. OK. Tu sais? Ouais. Toi, t'es pas capable de tomber enceinte, puis là, ta sœur est comme, hey. Moi, ma sœur, elle ferait pas ça, là, mais. Moi, je ferais pas ça pour ma sœur. Non, moi non plus. Mais... Exactement. Ouais. Mais tu sais, de dire, hey, moi, tu sais, puis souvent, c'est des femmes ou des personnes qui ont eu des enfants, puis qui sont comme, hey, moi, je suis capable, puis qui aiment ça, la maternité, qui aiment ça, tu sais, pouvoir porter. Qui aiment la grossesse, puis OK. Mais oui, c'est un don de soi. Ben comme oui. J'ai jamais. Non, parce que Puis, mais même les donneurs de sperme ou de vulve, ça peut pas être rémunéré non plus. Oh non! Ouais, non plus. Mais aux États-unis, c'est pas ça, ça se peut-tu? Non, c'est ça. Aux États-Unis, exactement. C'est pour ça. Mais c'est pour ça que moi, au Québec, des fois, je me dis, tu sais, si j'ai besoin d'un donneur, c'est une possibilité, il y a un côté de moi qui se dit un peu, mais pourquoi il a fait ça? Tu sais? Ouais, si c'est un inconnu, c'est comme pourquoi, tu sais. Comme c'est quoi ta motivation? Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a des bonnes motivations. Tu sais, comme je veux aider. Ou, je sais qu'il y a des enfants qui sont nés de ça.
qui le font après en se disant, tu sais, moi, je suis le résultat d'une procréation assistée, j'ai le goût de... Mais tu sais, mettons, les dons de sperme, on dirait que je suis comme, on s'entend, c'est moins compliqué. Complexe, là, tu sais, un don de vulve, c'est comme, il faut que tu te fasses injecter souvent. Fait que, tu sais, il y a comme des interventions médicales quand même. Mais, OK, fait que les mères porteuses, si tu veux une mère porteuse, c'est comme, tu trouves autour de toi, puis c'est comme t'espères que quelqu'un, parce que tu peux pas justement trouver ça sur Internet. Là, tu peux trouver ça sur Internet dans le sens où, tu sais, ça peut être quelqu'un qui dit, hey, moi, j'ai l'appel de la maternité, mais je veux pas un enfant, je serais prête à offrir ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un lien avec cette personne-là, tu n'as pas besoin de prouver que, bon, c'est ton ami ou c'est ta soeur ou peu importe. Mais c'est ça. Par contre, où il y a des enjeux importants, puis ça, c'est très important de le savoir, c'est que la mère ou la personne porteuse peut toujours changer d'idée. On se souvient, trembler contre d'aigle. OK? Fait que tant et si longtemps que la personne est enceinte, ça lui appartient. OK? Fait que si pendant le processus, elle veut se faire avorter, elle le peut. Elle le peut. Si les parents d'intention se séparent, puis là, sont comme, hey, shit, on veut pas d'enfant finalement. Ben non, tu peux pas dire à la personne, fais-toi avorter, trembler contre d'aigle. Par contre, donc elle peut changer d'idée. Et ça va plus loin que ça. La personne porteuse peut changer d'idée jusqu'à 30 jours suivant la naissance de l'enfant. OK? Moi, je sais. Oh, ouais! Ouais. Et même si la personne porteuse n'a aucun lien génétique. Même si tu as fait ton contrat puis tout. Ouais. Même si c'est pas ton ovule, c'est pas ton sperme, t'es vraiment juste le sac. L'incubateur, c'est beaucoup mieux dit. Tu peux décider de garder cet enfant-là jusqu'à 30 jours. Tu peux pas avoir un contrat puis la clause qui dit le 30 jours ne marche pas. C'est comme... tu peux l'écrire, mais c'est pas légal. Ça tiendra pas. Non, t'as pas le droit. Ah, ouais! Ouais. Fait qu'il y a quand même un risque à prendre. Mais dans le sens, en même temps, c'est pas toi qui prends le risque. Là, à part le temps, là, dans le sens, c'est la personne qui va porter, qui va... Mais c'est quand même un risque. Tu sais, on peut se poser la question. Puis encore une fois, il y a toujours de quel spectre... Où est-ce que tu te situes dans la situation, tu sais? Parce que, tu sais, moi, je pense tout le temps à, par exemple, le couple gay qui veut un enfant, puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'options, là. Tu sais, tu as l'adoption ou tu n'as rien de mère porteuse. Tu fais ça, tu te protèges, tu es comme, hey, on va l'avoir. Puis, finalement, la personne porteuse décide de le garder. C'est moche quand même, là. Puis ça doit faire mal, là. C'est... tu sais, que tu sois, même si t'es pas la personne qui le porte, de cet espoir-là qu'après 9 mois que t'attends ça depuis des années, ça doit être horrible. En fait, le Québec a le législateur, fait que le gouvernement a choisi de vraiment prioriser la situation de la personne porteuse. Puis ça se défend ça aussi. C'est parce que sinon, il pourrait y avoir des situations où... Puis là, je fais vraiment l'avocat du diable ici. Tu as le droit de pas être d'accord. Mais ils ont décidé... Tu sais, parce qu'il pourrait y avoir des situations où ça pourrait être très, très glissant. Si c'était ça, ben à un moment donné, c'est quand même quelqu'un qui... C'est son corps, Mais c'est ça, mais je comprends full les deux côtés. Je comprends, mais ça doit être tough. On pourrait absolument débattre des deux, C'est ça. Parce que il y a quelque chose aussi, tu sais, que tu contrôles pas de le lien que tu vas créer avec la personne que tu es en train de concevoir, qui se planifie pas, tu sais. Fait que ça doit être tough, là. Mon Dieu. Personnellement, tu sais, autant qu'à chaque mois, quand j'ai mal au ventre, puis je suis dans ma semaine, je suis comme, quelle horreur, que des fois, je me dis, tu sais, au moins, j'ai la possibilité de m'arranger tout seul. Encore là, on sait pas. Mais on dirait que ça fait partie de... C'est pas évident. Oh my God! Ah, c'est fou! OK, hey, j'en prends tellement. Ouais? Oh mon Dieu, j'adore ça. Relations et implications. Quelles sont les différences légales entre un mariage et union de fait? Ben le tout. Union de fait, c'est-tu conjoint de fait? Okay. Ouais, union de fait, c'est conjoint de fait. C'est... Puis il faut faire attention parce que la définition de conjoint de fait pour la loi sur les impôts, là, souvent les gens sont comme, on fait nos impôts ensemble, nous sommes conjoints de fait. Je suis comme, c'est pas nécessairement déterminant, là. Mais tu sais, conjoint de fait, c'est le couple que ça fait plus d'1 an qu'ils habitent ensemble. Ouais. Bon. Ça change tout parce que quand tu te maries, c'est un contrat. OK? T'as des obligations, des droits et des obligations, un peu comme avoir un enfant qui viennent avec le fait d'être marié. C'est pas juste la robe et la bague. Et ton mariage à 50 000. Et ton mariage à 50 000. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait partie de tout ça. Le mariage, après, bon, premièrement, ça dépend, tu te maries sur quel régime matrimonial. OK? Régime matrimonial, c'est ce qu'on entend au Québec, là, société laquais
séparation de biens. C'est les deux. OK? Ça, c'est si tu te maries avec ou sans contrat de mariage. OK. Je pourrais pas dire la statistique, mais moi, je vais dire, mettons, de mes clients, là, 5% des gens ont un contrat de mariage. OK? La plupart des gens sont amoureux et il n'y a pas de problème, on va jamais séparer. On prévoit pas. Il y a juste 5% des gens. C'est ça. Je peux pas dire la société au Québec, mais il y en a pas beaucoup. Qui font des contrats de mariage. Ouais. Puis aussi, il faut faire attention parce que le contrat de mariage, tu sais, aux États-Unis, souvent, dans les émissions, on entend prenup. Oui, c'est ça, un contrat de mariage? C'est un contrat de mariage, mais au Québec, on a des règles quand même très, très, très strictes sur qu'est-ce que tu peux mettre dans le contrat de mariage. OK? À partir du moment que tu te maries, il y a la création, et là, attention, du patrimoine familial. OK? Patrimoine familial se crée au mariage. Patrimoine familial inclut les résidences de la famille. Fait que ta résidence, mais aussi ton chalet, ton condo, à partir du moment que la famille y va. Les véhicules de la famille. OK. Voitures, motorisées, bateau. Ton yacht. Ton yacht. Tu sais, comme les trucs de tous les jours. Oui. Non, mais semblait que j'ai eu avion, hélicoptère, ça existe. La vie de tous les jours, la classe moyenne. Donc, ça. Ensuite, les meubles de tes résidences. OK. Tout ce qui a une valeur, là, dans le fond. Tout ce qui a une valeur pour la plupart des gens, oui, exactement. Ouais. Et patrimoine familial, régime de retraite. Fonds de pension REER. OK. Ça, c'est souvent là où... mais un mariage, c'est un contrat financier, là, je veux dire. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ben non, mais c'est comme... Oui. Fait que ça, tu crées ça. OK? Puis ça, tu peux pas déroger de ça. Tu sais, tantôt, tu disais, si on fait une clause puis on dit le 30e jour, ben tu peux pas dire dans un contrat de mariage, nous, on va pas être... Le patrimoine familial ne s'applique pas à nous. Impossible. Dans le public, tu peux pas. C'est illégal. Obligatoire. Tu peux, si tu te sépares puis tout va bien, dire, hey, on sépare pas le patrimoine. Oui, mais tu peux pas en avance le dire. Tu sais, souvent, les gens sont comme, tu prendras pas mon fonds de pension, mon amour. Ben non, mon amour, je prendrai pas ton fonds de pension à la séparation. T'as pas le droit de dire ça. Ben, tu peux dire ça. Fait que toutes les personnes qui se marient se doivent de partager le patrimoine familial à 50-50? Oui, à part quelques exceptions, là, tu sais, que le code prévoit. Mais oui, patrimoine familial. Et là, après, si tu t'es pas marié avec un contrat de mariage, t'es en société d'acquêt. Donc, tout le reste qui fait pas partie du patrimoine familial est aussi partageable. OK, attends, on recommence. Là, t'as ceux qui se marient sans contrat. Comment t'appelles ça? Là? Pas de contrat de mariage. En société d'acquêt. OK, fait que t'as ça. Puis t'as le 5% qui vont faire un contrat. Oui, les gens qui vont faire un contrat, souvent, c'est pour se marier en séparation de biens. OK, ça, c'est les deux régimes matrimoniaux. Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui n'est pas dans le patrimoine familial. Ah, OK. Fait que, genre, mais c'est quoi, mettons? Ben, c'est ça. Mais non, mais ton CELI, tes comptes de banque, tous tes comptes de banque. OK. Tes gros comptes de banque. CELI, tout ce qui n'est pas tes REER. Fait que les CELI, tes investissements, ton entreprise. OK. Fait que ce qui n'est pas en bien, dans le fond, tu sais. Ben, ça peut être des biens aussi. OK. Parce que les biens, il faut faire attention, c'est vraiment juste... est-ce que tu me nommes? Mais quel autre bien, mettons? Ben, admettons, toi, tu as un immeuble à revenu. OK. Admettons, tu as un duplex que tu loues, là. OK. Il est pas, puis la famille n'a jamais habité là. OK. Il n'est pas dans le patrimoine familial. OK. Mais il vaut peut-être 1 million, le là. Le contrat qui tient compte de ce qui n'est pas dans le patrimoine familial. Exactement. C'est juste pour ça que c'est juste ça que tu peux. Exactement. C'est la seule chose que tu peux. Ça explique, j'imagine, pourquoi il y en a qui en font pas, parce que je vous ai rendu là, il y a... la plupart des gens n'ont pas tant... Exactement. La plupart des gens, non. Mais tu sais, tous ceux qui sont en entreprise, qui sont propriétaires d'entreprise, c'est... Ça peut être pertinent un contrat de mariage parce que, par exemple, je sais pas, moi, toi, tu te pars une compagnie d'événementiel, puis ta compagnie vaut, je sais pas, moi, 3, 4, 5 millions, puis tu t'es marié en société d'acquêt, ben madame ou monsieur ou la personne qui... Mes exemples sont super genrés, mais... Non, mais je comprends. Non, mais c'est important pour moi de... Oui, mes exemples sont super genrés parce que la pratique m'oblige souvent beaucoup à faire ça, mais c'est tous des exemples qui s'appliquent dans d'autres situations, qui sont tout aussi valides d'autres réalités familiales. Mais ce que je disais, c'est que c'est ça. C'est qu'après, ben, madame, monsieur, la partie adverse pourrait absolument avoir le droit à la moitié de ton entreprise. Ah, c'est fou. Je savais tellement pas ça. J'étais sûre... J'aurais mis ma main au feu que, genre, dans ton mariage, tu peux faire un peu... Tu décides tout, ce que tu veux. Ouais. Tu peux, à la séparation, faire ce que tu veux. Oui, mais si l'autre n'est pas d'accord, après, tu t'es marié, là, tu sais. C'est parce que souvent, là... Hey, non, mon amour, je vais jamais prendre ton fonds de pension. Puis là, finalement, tu me trompes, là. Je te déteste, puis finalement, tu sais... Ben oui. Ben là, des fois, il n'y a plus rien qui tient. Ben oui. Patrimoine familial. Ouais. Fait que grosse distinction entre si on est marié ou on n'est pas marié. Puis après, quand t'es marié aussi, tu peux avoir le droit à une pension alimentaire pour ex-époux. Oh my God! J'en apprends tellement.
Puis aux États-Unis, peut-être que je m'en vante, tu sais pas, mais est-ce que c'est similaire, le prenup, justement? Non, mais je peux pas parler pour le droit des États-Unis, mais eux, ils ont quand même des règles qui sont différentes. Puis oui, il y a des prenups, tu sais, les prenups des célébrités, là, tu peux les trouver là, en ligne. Là. Souvent, ils peuvent prévoir autre chose. Tu sais, il y a des clauses. Puis dans un contrat de mariage, tu peux un peu prévoir d'autres choses. Tu sais, non, le patrimoine familial, mais moi, j'ai déjà vu des clauses, par exemple, d'adultère. Admettons que tu me trompes. Tu peux pas avoir d'impact sur ce que la loi prévoit, mais tu sais, admettons que tu me trompes, tu vas devoir, je sais pas moi, quelque chose qui se peut avec la loi, là, tu sais, tu vas devoir me verser 5 000 $. Tu pourrais faire ça. Mais tu sais. OK, mais comme tu dis, le patrimoine familial, qui sont la grande majorité des biens des gens en général, au mariage, c'est 50-50 au divorce? Bien, c'est 50-50 de la valeur que ça a pris pendant le mariage. Ça devient un peu technique, là, mais dans le sens où, tu sais, si tu t'es marié pendant 2 ans, bien, c'est la valeur de la maison qu'elle a pris pendant les 2 ans si tu l'as acheté pendant le mariage. Il y a quand même certaines distinctions, là. Mais... Fait que tu pourrais, mettons, rester propriétaire de ta maison, mais elle a pris 100 000, fait que tu dois 50 000 Exactement. Puis le patrimoine familial, c'est important de savoir que c'est vraiment un droit de créance. Fait que c'est la valeur. Fait que si tu es propriétaire seul de cette résidence-là, la résidence va te garder. Tu vas la garder, c'est ta résidence. Mais le droit de propriété garde donner de l'argent. J'avais assez hâte de vous parler d'un partenaire incroyable qu'on a pour cette saison 4, qui est Camellia Sinensis. Si vous me connaissez un peu, si vous écoutez les épisodes ou vous me suivez sur mes réseaux sociaux, je suis une grande fan de matcha, comme passion matcha. Et pendant un moment de ma vie, je me donnais comme devoir de trouver le meilleur matcha à Montréal. Donc, j'ai fait plusieurs cafés, surtout sur le plateau. Et je suis tombée dans un café où, dans ma tête, c'était le meilleur matcha. Et je leur ai demandé quel matcha vous utilisez. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils utilisent le matcha de Camellia Sinensis. Moi, j'utilise le Sora pour faire mes matcha latte à la maison. Et sont meilleurs que ceux du café parce que les gens réalisent pas que le matcha, c'est bon si tu as un bon matcha. Si tu utilises un matcha chipette, pas nécessairement qui doit être très cher en passant, c'est juste que c'est un matcha qui a les propriétés nécessaires pour un goût incroyable. C'est sûr que ton matcha va être pas bon là, si tu utilises un matcha pas très bon. Et il y a plusieurs cafés qui utilisent du matcha chipette. Donc, sur ce, vous devez absolument vous procurer le matcha Sora de la compagnie Camellia Sinensis. Je vous promets que ça change la game du matcha, d'avoir un bon matcha. Évidemment aussi, il y a tous les accessoires qui sont nécessaires. Le fouet est nécessaire. Si tu veux pas avoir des grumeaux dans ton matcha, utilise le fouet. Il y a aussi toutes les informations sur les quantités à mettre. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente. Ça fait 1 an et demi que j'essayais de les avoir comme partenaires parce que je les aimais beaucoup. Et on collabore enfin pour la saison 4. Donc, je suis très, très reconnaissante de ce partenaire. Donc, sur ce, va acheter ton matcha et continue cet épisode. Oh my God. OK. Ouais. Ça me donne pas envie de me marier. Mais ça peut être bien fait. Oh, ouais. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est que la loi prévoit que le patrimoine familial va devoir être séparé par la valeur que ça a pris pendant le mariage. Fait que je veux dire, quand même, là, tu sais. Mais c'est pour ça que plus le mariage est long, plus ça peut valoir beaucoup puis ça peut coûter cher. Tu sais, ça dépend aussi. Tout d'un coup, tu te maries avec quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir. Peut-être finalement que ça vaut la peine de se marier. Oui, c'est sûr. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens aussi. Puis, tu sais, malheureusement, ça, je me permets l'éditorial, il y a des situations où il n'y a pas de mariage pour des raisons très évidentes plus tard. Tu sais, monsieur fait beaucoup de demandes en mariage. Oui, on va se marier. Il se marie jamais. Puis là, évidemment, bon, il y a une séparation, puis madame, elle n'a rien. Ouais. Mais tu le vois que c'est calculé, là. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, la situation fait en sorte qu'il y a des pour et des contre, là, puis après, les gens peuvent user ça dépend de qui, ça, exactement. Qui t'es dans la situation. Le régime d'union parentale... Le régime d'union parentale à partir du 30 juin, qu'est-ce que ça change pour les couples non mariés avec enfants? Je comprends même pas ma question. Tu comprends pas ta question? C'est une très bonne question pourtant. J'espère que c'est bravo. OK. L'union... Puis là, c'est ça. Là, on se concentre parce que, encore une fois, je vais parler de patrimoine, OK? L'union parentale, c'est nouveau. Tu l'as dit, 30 juin de cette année, OK? À partir du 30 juin de cette année, tous les enfants qui sont nés, fait qu'ils naissent à partir du 30 juin, OK? Pas si t'es déjà né, OK? Donnent naissance à un nouveau régime qui est de l'union parentale. Fait que ça, c'est les personnes qui sont pas mariées, qui sont conjointes de fait et qui ont un enfant depuis le 30 juin 2025. Ça va? Parfait. Oui. Là, il y a un nouveau patrimoine qui est créé. Le patrimoine
d'union parentale. OK. Pas patrimoine familial, patrimoine d'union parentale. Ouais. Il est presque pareil que le patrimoine familial, à l'exception des régimes de retraite. OK. Donc, résidence, véhicule, meubles, meublants. OK. Ouais, c'est bon. Eux, à la séparation, s'ils séparent, devront se partager ce qui fait partie du patrimoine familial. Même s'ils sont pas mariés. Exactement. OK. Pourquoi? C'est... tu l'as dit, la plupart des personnes au Québec, leur bien principal, c'est leur maison. Ouais. Okay, c'est la résidence. C'est ça qui souvent vaut très, très cher. Ouais. Les véhicules, peut-être. Bon, c'est ça leur bien. Et ce qui arrivait, c'est que les couples non mariés, avec des enfants, à la séparation, des fois, ils pouvaient avoir des iniquités quand même importantes sur qu'est-ce qui va se passer chez l'un, qu'est-ce qui va se passer chez l'autre. Mm-hmm. Parce que je te donne l'exemple classique. Puis là, lui, je vais le genrer, puis ça, c'est mon choix éditorial. OK? Monsieur, madame font le même salaire. Ouais. OK? Les deux, ils sont profs. Ils décident d'avoir des enfants, 2 enfants, et ils font le même revenu. Et à chaque mois, ils mettent le même montant pour les besoins de la famille. Ouais. OK? Je sais pas, moi, les deux, ils mettent 5 000 Pour les besoins de la famille, pour les besoins de l'enfant, genre? Ben, toute la famille. Okay. Fait que madame, elle paye l'épicerie, elle paye les frais de garderie, elle paye les vêtements, elle paye les voyages. Bon. Monsieur, lui, il paye l'hypothèque, il paye l'assurance, il paye l'hydro, il paye... Et il est seul propriétaire de cette résidence-là. Ouais. Quand ils sont arrivés, hey, viens habiter chez nous. Puis bon. Dans les faits, là, les deux, ils mettent le même montant à chaque fois. Ils font ça pendant 10 ans. Ouais. Bien, là, ils se séparent. Ouais. Monsieur a un investissement. Ouais. Madame en a rien. Ouais. Parce qu'elle a tout donné dans quelque chose qui est volatile. Là, exactement. Du consommable. OK. C'est cette situation-là particulière. Puis là, je l'ai genré parce que c'est souvent ça qui arrive, puis ça arrive souvent. Puis tu te dis, c'est fair. Tu sais, on a payé les deux, on met le même nombre de montant, on a le même revenu. Mais le problème, c'est que il y en a un qui a un acte de propriété, qui le paye. Ouais. Fait que lui, à la fin, il met de l'argent de côté, puis madame, elle a rien sur cette résidence-là. Fait que là, depuis le 30 juin, qu'est-ce que... Mettons, justement, il y a séparation. Ouais. Puis là, on va dire qu'on est plus loin dans le temps. Là, fait que l'enfant a comme 12 ans. Ouais. Puis là, comme tu dis, ça c'est allé depuis 12 ans. Qu'est-ce qui se passe avec le 5 000 qui a été donné à chaque mois, mettons? Bon, c'est que madame, là, pendant le 12 ans, la maison, elle a pris de la valeur. Ouais. Madame a le droit à la moitié de ça. OK. La moitié des véhicules. Mm-hmm. Mais souvent, c'est à peu près similaire. Les deux ont à peu près un véhicule. Et les meubles. OK. Parce qu'avant, c'était vraiment un droit de propriété. Qui a acheté les meubles? Tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que la personne qui fait plus d'argent, celui qui achète les meubles, mon amour reste avec les enfants, c'est pas grave, j'achète les meubles. Mais là, si on n'est pas marié, ben, à la séparation, monsieur, c'est moi qui ai acheté ça. C'est moi qui ai acheté ça. Ouais, mais là. Fait que la naissance de l'enfant après le 30 juin donne un patrimoine qui... C'est comme un nouveau patrimoine qui naît là, à partir de ce moment-là. Oui. Fait qu'au lieu d'être à partir du mariage, c'est à partir de la naissance. Exactement. Et ça n'arrête pas aux 18 ans de l'enfant. Là. Ça arrête à la séparation. OK. La distinction, c'est que pour le patrimoine d'union parentale, tu as le droit de opt-out. Donc, tu as le droit de pas te soumettre à ce nouveau régime-là. OK. Tu sais, tantôt, tu disais, le patrimoine familial, je peux-tu prévoir que non, mais tu peux le patrimoine familial, le patrimoine d'union parentale. OK. Fait que les parents, après le 30 juin, ils pourraient dire non, on le fera pas, nous. Ouais. Okay. Faut que tu le fasses, faut que tu fasses devant notaire, tu sais, aller voir exactement comment le faire. Okay. Faut qu'il y ait c'est une procédure légale. Ouais. Tu peux le faire. Puis si t'es passif, tu te passes rien, tu fais automatiquement. Partie. OK. Ouais, automatiquement. Puis le contraire existe aussi. Si, par exemple, tu as déjà des enfants en ce moment, puis t'es comme, il veut pas se marier, mais il me semble qu'on pourrait faire ça, puis ce serait peut-être plus juste. Tu peux opt-in. Donc, tu peux te faire, te soumettre. Après le 30 juin, même si ton enfant est né avant, tu peux décider de te soumettre. Ouais, mais il faut que les deux soient d'accord. Oui, évidemment, avec un acte notarié également. Fait que c'est ça la distinction. Mais c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est une bonne nouvelle pour les enfants. Ça a vraiment été pensé pour que les enfants... Parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que les parents se séparaient, puis il y avait une iniquité dans les situations familiales de l'un puis de l'autre. Fait que ça a vraiment été pensé pour protéger pour les enfants. C'est une bonne nouvelle si ça... encore une fois, ça dépend pour qui. C'est dans le sens que la situation, on s'entend que c'est souvent que, justement, l'homme va faire plus d'argent, va payer l'hypothèque, blablabla, la femme va payer l'épicerie, etc., et après, il y a une inégalité, même si le même montant a été déboursé. Ça arrive souvent que les parties ne sont pas copropriétaires. Mais c'est ça, exact. Puis même mes amis, là, les filles de notre âge là, commencent à s'acheter des trucs ou sont en location, puis là, ils rencontrent quelqu'un, puis cette personne-là est propriétaire, puis c'est comme, je vais aller habiter, mettons, dans son condo, puis moi, je lui verse un loyer à chaque mois. Mais tu comprends que toi, tu fais pas un investissement. Mais non, absolument. Puis tu payes peut-être la moitié de l'hypothèque. Ouais. C'est fou, my God. Fait que c'est comme ça protège un peu, puis tu sais... C'est que moi, ma mère m'a toujours dit que tu fasses plus d'argent ou moins d'argent. Les affaires de même où ça peut prendre de la valeur, tu payes ton 50-50. Mais là, avec ce changement-là, c'est que si tu l'as pas prévu comme ça, il y a quand même une mini-protection qui a été faite pour toi, tu sais. Fait que c'est quand même...
Moi, je trouve c'est une bonne nouvelle. Là. Le seul problème, c'est que c'est nouveau, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Ben non, c'est sûr. Puis je comprends, là, c'est pas évident. Ben moi, si c'était pas de notre discussion d'aujourd'hui, je le saurais pas. Là. Fait que... Oh mon Dieu. Intéressant. OK. En couple, comment se protéger financièrement pour éviter les inégalités lors d'une séparation? Ben, je pense que cette nouvelle loi, régime d'union parentale aide ça. J'imagine le fait que ça soit beaucoup plus égalitaire. Ben sinon, c'est de faire des contrats. Ouais. Mais tu sais, c'est boring là, quand tu t'aimes. Là. Moi, j'ai une de mes amies qui se marie bientôt, puis félicitations. Puis là, tu sais, moi, j'étais comme, avez-vous pensé? Puis elle était comme, ben là, Camille. Puis là, j'étais comme, Mais tu sais, c'est normal, moi, je fais ça. Mais moi, là, la moitié de mes dossiers n'existeraient pas si c'était pas du fait que si les gens avaient été informés, il n'y aurait pas de problème. Mais non, c'est sûr. C'est moi, le nombre de fois que j'entends « Ah, si j'avais su. » Oui. Ou « avoir su, j'aurais pas fait ça comme ça. » Puis c'est pas de leur faute. C'est vraiment, là, puis c'est important pour moi dans le sens où... Puis c'est pour ça qu'on fait ça comme aujourd'hui, là, pour essayer qu'on 100%, sache ce qui se passe, parce que 100%. C'est tellement mal expliqué. Pas que c'est mal expliqué, mais tu ouvres le code civil, tu comprends rien, là, c'est normal. Non, c'est sûr. Puis le droit est partout, là. Je veux dire, genre, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que le droit de la famille, mais je veux dire, c'est énorme là, l'impact que ça a. Fait que je veux dire, c'est de pas être informé pénalise tellement. Puis c'est pour ça que quand tu m'écris, j'étais comme autant auditeur, auditrice, cadeau pour vous, mais pour moi, j'étais comme non, mais il faut que je m'éduque non plus, puis je le sais pas. Puis genre, je faisais les lignes directrices, puis j'étais comme mon Dieu, j'ai hâte d'avoir les réponses à ces questions-là. C'est tellement important. Puis on le prévoit pas, puis l'amour rend aveugle là, dans ces situations-là, comme tu dis que on se protège pas à ça, on pense jamais à la séparation. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à réaliser que beaucoup de nos parents se séparent, fait que ça se peut que ça nous arrive aussi. Mais c'est comme 50% des gens vont se séparer. Oui, c'est fou. C'est vraiment correct, là. Ben oui, 100%. Il faut juste bien faire les choses, puis faisons ça quand tout va bien, tu sais. 100%. Quand on s'entend, puis quand... Oui, 100%. Puis si l'autre personne est déjà réticent à... Ben souvent, tu vas voir des petits drapeaux se lever. Moi, je pense. Tu sais, le nombre de personnes qui viennent me voir, ils se séparent, puis je leur demande combien fait l'autre personne? Je sais pas. Ils connaissent pas les revenus. C'est fou, quand même. Tu sais, il y a des discussions sur... Puis je sais, là, c'est poche, là, peut-être, là, mais... Ben, je sais pas, peut-être j'étais vraiment conscientisée à ça. Ma mère, ça a été tout le temps une affaire qu'elle m'a toujours dit, genre, de tout le temps m'assurer de... Justement, là, si j'achète une maison à quelqu'un, elle est comme non, genre 50-50, puis tout. Ça soit clair. C'est ça. Soit clair. Mais puis même 50-50, pas nécessairement. Ben là, avec la nouvelle loi, j'imagine que ça peut protéger, mais sinon, mettons... Mais si t'as pas d'enfant? Si t'as pas d'enfant, mais mettons que... C'est parce que si 50-50, si vous l'avez acheté 50-50, c'est une chose, oui. Mais admettons que toi, t'as payé 80% de la maison. Ben, prévois que ça va être 80. Oui, ben non, c'est sûr, c'est sûr. OK. Dernier thème, conflit lié aux enfants. Qui tranche si les parents ne s'entendent pas sur les décisions médicales? Là, mettons qu'on revient à pendant la grossesse, la personne qui porte l'enfant. Après, fait que mettons, vaccin, traitement de réassignation de sexe pour enfants, etc. Qui a le dernier mot, mettons? Bien, l'exemple classique, c'est l'exemple du vaccin. Oui. Il y en a eu beaucoup pendant la COVID, là, la question de est-ce qu'on fait vacciner les enfants? Tout ce qui est soins de santé fait partie de l'autorité parentale. Donc, c'est les décisions par rapport à l'enfant. Qui a l'autorité parentale? Les parents, bien de filiation, personne sur l'acte de naissance. OK? Donc, c'est pas nécessairement... T'as pas besoin d'avoir la garde de l'enfant pour avoir l'autorité parentale. OK? Donc, ça se peut que, par exemple, tu vis vraiment, vraiment avec maman 1, c'est elle qui a la garde. Maman 2, tu la vois une fois par année. Bien, maman 2 a autant le droit exactement sur tes décisions de santé. Okay. Ouais. Ce qui arrivait pendant la COVID, il y a eu quand même certains mouvements où il y a eu des gens qui étaient anti-vax avec des complots puis des questions conspirationnistes. Il y en a eu beaucoup. Dans ce temps-là, quand on ne s'entend pas, on va au tribunal. Donc, c'est le tribunal qui va trancher. Parce que la loi prévaut que comme tu vas t'entendre, puis sinon, ben c'est comme... Oui, à partir du moment qu'on s'entend pas, c'est le tribunal qui choisit, la Cour supérieure, avec toujours la même lunette de c'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant. Ouais. Okay? La question des vaccins, là, la jurisprudence, là, c'est presque tout le temps autorisé. Okay? À partir du moment que tu prouves que c'est dans l'intérêt public, c'est dans l'intérêt de l'enfant, tu vas l'avoir. Sauf si, par exemple, l'enfant a une situation particulière, etc. Ce que tu peux pas prévenir, c'est ce qui est fait... entre le parent et l'enfant. Tu sais, ce qu'on a vu, nous, c'est tu te présentes au tribunal, tu obtiens le vaccin, mais par exemple, un parent a tellement endoctriné l'enfant dans ses pensées de le danger du vaccin qu'il y a des enfants qui se laissaient même pas se faire vacciner. Ben oui, c'est sûr. À un moment donné, tu as un jugement, mais...
Fait que ça arrive aussi. Mais oui, pour ce genre de choses-là, qu'on ne s'entend pas, par exemple, des parents qui ont des convictions religieuses qui permettent qu'on ne s'entend pas pour un soin de santé, des frais orthodontiques, ça aussi, ça arrive. Hein? Il y a quelqu'un qui veut que tu aies des broches, l'autre non. Le tribunal, à chaque fois. C'est fou, quand même. Est-ce qu'on peut empêcher un parent de voir son enfant limiter son accès? Mais là, oui, là, j'imagine. Quand tu sais, je veux dire, par rapport à ça, c'est comme dans le bien de l'enfant, mais je veux dire, après, on s'entend, des PJ embarquent puis tout. Évidemment. Mais oui, puis comme je te dis, bon, oui, meilleur intérêt, mais dans certaines circonstances, moi, j'ai quand même beaucoup de dossiers où j'ai des accès supervisés. Ou pour plein de raisons, par exemple, un parent qui est dans la consommation, qui est pas nécessairement, qui n'a pas des capacités parentales, pas du tout, mais qui aurait peut-être besoin d'aide, un peu un besoin de surveillance, ben on a des accès supervisés. Il y a des centres qui existent pour ça. Donc, il y a vraiment des centres qui sont spécialisés pour ça. C'est un endroit qui est sécuritaire où les enfants vont là pour voir leurs parents sous la supervision de travailleurs sociaux. Si tu es dans ce cas-là, est-ce que la DPJ est automatiquement impliquée? Non. Ou pas nécessairement? Okay. Non, pas nécessairement. Moi, j'ai beaucoup de dossiers en cours supérieur où c'est pas... Tu sais, les enfants sont pas négligés ou ont pas on sont pas dans une situation de compromission, mais... chez papa, je suis pas sûre que je te laisserais aller là. Tu sais, par exemple, parce que il habite dans une maison un peu insalubre, parce que monsieur a un problème d'alcool, par exemple. Tu sais, quand il est avec l'enfant, il est correct, mais on a comme besoin qu'il y ait quelqu'un qui supervise. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un tante, un oncle qui surveille puis qui regarde. Fait que ça existe. Souvent, c'est progressif. Là. Le but, c'est de l'enlever à un moment donné. Mais oui, on peut enlever... En fait, dès que t'es pas adéquat, dès que t'as pas les capacités parentales. Il y a aussi des gens qui habitent... Les pires... moi, je trouve que les pires dossiers, c'est des dossiers de déménagement, par exemple. Tu sais, des parents qui sont totalement adéquats, mais il y en a un qui habite à Québec, un qui habite à Montréal. Tu peux pas faire nécessairement une garde partagée. Qu'à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse. Il y a aussi la déchéance parentale. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Ça, c'est au niveau de l'autorité parentale. Un parent peut être déchu de l'autorité parentale. Il peut perdre le pouvoir de prendre des décisions pour l'enfant. C'est dans des cas très graves, là, on s'entend, là. Ouais. Mais ça existe. Ça existe, mais oui. Puis, par exemple, dans l'exemple du vaccin, tu peux perdre certaines autorités certains attributs de l'autorité parentale. Donc, par exemple, cette personne-là qui s'adressait toujours au tribunal contre des vaccins, contre des soins, pourrait perdre la possibilité d'avoir un droit de parole sur les choix de santé de cet enfant-là. Oh mon Dieu, c'est fou. Est-ce qu'à chaque fois, parce que toi, tu travailles-tu des fois avec la DPJ puis des fois non? Oui, des fois. Ça dépend, des fois, t'es impliqué, des fois non. Ouais. Est-ce que, mettons, justement, on va dire un parent qui voudrait avoir des recours contre l'autre parent, il va voir la DPJ ou il va voir un ou une avocate en droit de la famille? Non, il va voir un avocat en droit de la famille. Ouais. Après, s'il y a une situation de compromission ou il y a une inquiétude sur la situation de l'enfant, tu fais un signalement à la DPJ. Tu appelles les policiers. Mais les signalements, c'est n'importe qui un peu qui peut faire un signalement. Anonyme. OK. Ouais. Hey, c'est tout ce qu'on... J'ai tellement aimé cet épisode-là. Merci tellement. Mais il y a beaucoup de questions, hein? Ben oui, il y en a d'autres qui sortent puis qui... Ben, non, pas tant. Je pense que c'est l'affaire de comme... Tu m'appelleras. Oui, c'est ça. Je te dirai. Non, quand on revient au mariage de tantôt, là, on parle vraiment de, justement, t'as un yacht, c'est vraiment dans ton 10 ans de mariage, ça va être la valeur qu'il a pris et non... Mais aussi tu l'as acheté pendant le mariage. Oui, OK, c'est évidemment. Ça. C'est aussi tout ce que t'achètes. OK, parfait. C'était juste ça. Fait que, mettons, on parlait des meubles, c'est la valeur que le meuble pourrait avoir pris pendant le moment où vous étiez ensemble. Non, bonne question. Okay. Non. En fait, c'est parce que pour les maisons, des fois, tu l'as déjà acheté avant. Ouais. Mais souvent, par exemple, dans un mariage... Allons-y avec un mariage dans les films. Là. Tu te maries à genre 25 ans. Ouais. Après, tu achètes une maison, tu meubles ta maison, tu achètes des voitures. Mais ça va être la valeur à la séparation. Là, fait que tout ça. Tout ce que tu as acheté pendant, ça va être le 50-50. Oui, exactement. Mais si tu as acheté ta maison avant, puis là, tu te maries, ça là, va il y a des questions de déduction, exactement. Okay. Parce que ce qui t'appartenait avant te revient. Là, donc, il faut quand même faire attention. Il y a tous des calculs qui peuvent se faire. Mais si tu achètes ta maison pendant le mariage... Oui, puis si c'est juste une des personnes qui achète la maison pendant le mariage, c'est 50-50. 50-50, exactement. À la séparation. Crazy. OK, je me marierai pas. Non, mais ça dépend si... On fait un contrat avant. Oui, c'est ça. Exact. Mais, comme tu dis... Je comprends beaucoup mieux pourquoi les gens font pas de contrat, parce que la plupart ce qui ne fait pas partie du patrimoine familial a, en général, dans les ménages moyens, n'a pas une grosse valeur, tu sais. Fait que je veux dire, j'imagine que ça vaut moins la peine de... Bien, ça vaut moins la peine, mais je te dirais, ne serait-ce qu'en question de CELI, tu sais, en investissement, l'argent qui est pas dans ta retraite, il y en a que c'est quand même important. J'ai oublié l'affaire des comptes en banque, là. Ouais. Avec mariage...
les comptes en banque, c'est-tu 50-50 ou ce que tu as dans ton compte en banque, ça t'appartient? Ce que tu as accumulé pendant le mariage. OK. Mais ce que tu avais au départ, non. Fait qu'à mettons, au mariage, tu avais 5 000 maintenant, tu en as 30 Ouais. Ben, le 25 000 va se séparer. C'est fou. Mais je comprends. Mais tu sais, quand j'imagine qu'il y a quand même une grosse affaire de quand tu vas voir un avocat ou une avocate en droit de la famille pour une séparation, la loi a déjà répondu à pas mal d'affaires. Sur quoi les gens s'obstinent? Oh mon Dieu, tout. Mais non. Mais c'est qu'à un moment donné, la loi, oui, c'est la moitié de mon travail, c'est de te dire c'est quoi l'état de la loi. Exact. L'autre moitié, c'est... OK, non. Le tiers de mon travail, c'est de te dire c'est quoi la loi. Ouais. L'autre tiers, c'est de te rassurer. Ouais. L'autre tiers, c'est de me battre contre la partie adverse. Parce que là, je t'ai pas parlé de toutes les exceptions. Ben non, c'est sûr, je comprends. Il y a plein de... On peut s'obstiner sur tout. On peut s'obstiner sur tout. On peut s'obstiner sur la valeur des choses. Ben oui, c'est sûr. On peut s'obstiner. Nous, on a des dossiers qui n'ont pas réglé pour des questions d'un cadre. Là. On s'entend pas là, à qui le cadre, combien vaut le cadre. Il y a des... Puis, il y a des dossiers... Puis c'est pour ça que, des fois, on a des anecdotes un peu quand même comiques dans le sens où des fois, on s'obstine sur combien vaut... la collection de petites... De cartes de hockey. Ouais, hey, sans blague, ouais, des choses comme ça. Ou, des on peut s'obstiner sur pas mal tout, tu sais. Puis après, je pense que de savoir aussi quand ça vaut la peine, ben oui. quand tu as un recours, je pense que c'est ça qui fait un bon avocat aussi. Un avocat qui va te le dire, hey, ça vaut pas la peine. C'est pour ça que dans écrit noir sur blanc dans la loi, là, même si on va en cours. Exactement, t'as pas de chance de succès. Mais non, c'est ça. Faut pas être abusif non plus dans ce qu'on. Parce que tu forces l'autre personne à faire des frais d'avocat aussi, là. Puis d'être dans ce processus-là. Plus souvent, les gens qui viennent te voir en séparation, c'est qu'ils sont mariés ou pas mariés. C'est où que c'est le plus complexe? Quand il y a des enfants. Ouais, okay. C'est là. Parce que, un peu comme. Là, on fait l'exercice, on se dit, hey, on est capable de laisser tomber d'argent. Hein. Mais quand tu t'entends pas sur la garde d'un enfant, c'est difficile de faire des compromis. C'est là où. Ça touche des codes vraiment sensibles pour les deux parties aussi. Mais les gens se marient de moins en moins. Ouais, ça, c'est vrai. Mais là, avec l'union parentale. Mais ça va complexifier ton travail à toi, par exemple. Définitivement, parce que ça va prendre un jugement pour se séparer. Ce qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Fait un nouveau patrimoine qui ouais. Mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. On serait rendu aux confessions sexues. T'avais-tu compris ce segment-là? Oui, j'ai compris. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Avais-tu une confession pour nous en cette fin d'épisode? Ben, moi, là, en ce moment, je suis dans ma réécoute de Scandal. As-tu écouté ça, cette émission-là? Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'écoute toute, là. Ouais, il faut que je te donne. C'est ça. Ah ouais, la prochaine fois, il faut que je fasse une chronique. Non, mais je suis fan de séries. Je veux dire, je fais que ça, là. OK, mais ça, c'est Shonda Rhimes qui a fait ça. C'est celle qui a fait Grey's Anatomy. Je l'aime tellement. Bon. Il faut que tu écoutes ça. Mais je suis en train de le réécouter. OK. Puis là-dedans, il y a la personnage principale est en amour avec le président des États-Unis. OK. Quand la première fois que j'ai écouté ça, j'étais comme, c'est tellement romantique, cet amour compliqué. Et là, je réécoute ça, là, puis je suis comme, j'ai rarement vu une relation aussi toxique, malsaine, un homme aussi narcissique. Là, je suis comme... T'as une autre paire de lunettes. Oh mon Dieu. Puis je sais pas si t'as lu le livre d'India Desjardins sur Mr. Big. J'ai pas lu Mr. Big, mais elle sort un nouveau livre sur les relations toxiques que j'ai eu la chance de lire en exclusivité. Oui, parce que je l'ai reçu au podcast. Et c'est comme... je dirais que c'est hey, mon Dieu, je vais pas parler pour elle, mais c'est une autre... c'est un essai sur les relations toxiques puis les relations malsaines. Ce livre-là est incroyable. Ah ouais? On a un épisode avec elle qui va sortir justement quand son livre est sorti en septembre. Ça s'en vient, mais tu vas adorer si tu as aimé Mr. Big. Là. Genre... C'est parce que Mr. Big, c'est vraiment ça. Puis moi, ça me rejoint tellement parce que je suis tellement de la génération des gens qui ont regardé des émissions puis que... Oh mon Dieu, l'amour compliqué, là, celui qui fait mal, là, c'est ça que tu veux. Là, oui. Ben oui. Non, tu vas adorer ça. OK. Ben je veux dire, en fait, c'est que son take, c'est qu'elle analyse les représentations, justement, en médias films pour nous montrer qu'on valorise les relations toxiques. Bon, ben, je suis sûre qu'elle parle de Scandal là-dedans parce que je suis en train d'écouter ça puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais? Ça n'a pas de sens que moi, j'étais en amour avec tout ça. C'est sur quelle plateforme? Disney+. Oh. À l'époque, c'était sur Netflix. Ouais, je sais. Non, mais c'est parce que j'ai c'est le seul que t'as pas, tu sais. Ouais. Mais c'est correct. Regarde. Puis c'est parce que... Puis je vais faire un lien, là. C'est parce que ces relations-là là, qu'on veut, là, qui sont compliquées, là, versus les relations simples qu'on est comme assez dans mes poches, ça, c'est les gens qui vont m'appeler. Oh. Souvent. C'est sûr. OK. Ben là, la gang, moi, ma confession, j'en avais une plus, j'ai comme oublié, mais je vais vous recommander le livre de India qui... Il sort au moment où l'épisode sort, il sort dans comme 2 semaines, OK? Je vais vous donner le nom au complet. À s'en arracher le cœur, une réflexion sur les filles, l'amour et la fiction. Puis,
justement, c'est comme un essai 2 de Mr. Big, là, où c'est ça, elle analyse les représentations, puis elle explique qu'on valorise les relations malsaines, 100%. Puis on a tellement de la difficulté à reconnaître des signes d'une relation malsaine parce que tu vois à la télé ça depuis toujours, tu sais. Fait que c'est comme ça le rêve, on dirait. Oui. Puis ça, c'est fou. Moi, j'irais plus loin avec ça. Ça fait des parents, tu sais. Souvent, si t'as une personnalité narcissique dans ton couple, tu vas l'avoir avec ton enfant, puis ça va faire des... Ben non, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr que tu vas adorer, puis je recommande la lecture à tout le monde qui nous écoute en parallèle, en écoutant la série, pour avoir une écoute critique. Mm-hmm. Mais c'est fou, là, je veux dire, à l'âge maintenant de réécouter ce qu'on écoutait quand on était plus jeune, puis on capote, là. Ouais, c'est pas toujours chic, hein? Ben non, les choses ne vieillissent pas toujours très bien. Pas toujours bien. Mais l'émission est encore très, très bonne. Tu sais, ça fait pas... Mais mon Dieu, mais quelle horreur. Ouais. Quelle horreur. Mais là, je suis rendue à un moment où il y a un autre personnage qui arrive puis qui, lui, est comme tout le contraire, mais comme too much. En tout cas, à voir. Oh mon Dieu. Hey, merci tellement, Camille, pour cette belle discussion. Je me sens beaucoup plus éduquée et prête à faire face à la vie en relation maintenant. Oui. Hey, non, mais sérieux, tu sais, comme on disait, le plus gros problème, c'est que les gens sont pas éduqués là-dessus. Là. Fait que je veux dire, après, tu fais des erreurs sans savoir. C'est normal. Ben non. Puis après, ces erreurs-là coûtent fucking cher. Oui. Certains, oui, ça peut. Ça peut. Merci énormément. Merci. Et à la semaine prochaine, la gang. Bye! Je tiens à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. Séduction, envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître. Chez Séduction, on t'écoute, on te guide et on t'équipe. Le plaisir commence ici. Et Camellia Sinensis, qui est une référence locale pour découvrir et apprécier le thé. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui rendent ce beau projet possible. Gabriel Boutin pour la photo de la 4e saison, Fred Tagvorian pour la musique, Small, Medium, Large pour le magnifique studio et le studio SF qui nous reçoit chaque semaine. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!